Entre le président ivoirien et la France, sous Chirac puis Sarkozy, c'est une longue histoire de désamour. Laurent Gbagbo pense que Paris est derrière le coup d'État de 2002. Vous avez les mêmes conclusions après votre enquête? Alors il est évident que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé à la présidence de la République en octobre 2000, n'était pas attendu véritablement à Paris. Le contexte était un peu compliqué, on va pas revenir dessus, mais il n'était pas dans les petits papiers de la droite française. Et très vite, il a été l'objet de tentatives de coup d'État. Ils ont tenté un premier coup d'État. Ils ont même pris la radio, ils ont pris la télévision. 7 et 8 janvier 2001. Nous les avons chassés de là. Et la tentative de 2002, c'est la seconde. C'est en ce moment que j'ai demandé de l'aide à la France. J'ai demandé à la France de nous mettre 2 ou 3 hélicoptères à notre disposition pour qu'on les aide à partir d'où ils venaient. Naturellement, la France a refusé. On comprendra plus tard pourquoi. Et la France a-t-elle, durant toutes ces années, comme vous l'a dit, Laurent Gbagbo que vous avez rencontré, tout fait pour écarter l'ancien président ivoirien du pouvoir? Oui, alors il y a eu ces tentatives jusqu'en 2002, et puis à partir de 2003, cette conférence de Marcoussis, où il y a eu un accord qui est sorti de Marcoussis, donc en région parisienne, et tout était organisé par la France, et l'objectif c'était de dépouiller Laurent Gbagbo de ses pouvoirs présidentiels, et voilà, de l'écarter petit à petit du pouvoir. Et jusqu'à, il y a eu aussi novembre 2004, le bombardement de Bouaké. Là aussi, une histoire extrêmement nébuleuse, mais dont on commence à voir un peu la réalité, avec très certainement une implication française de premier plan venant du gouvernement français. On en saura plus parce qu'il y a un procès qui doit se tenir sur cette question. Et voilà, il y a eu jusqu'en 2004 des tentatives répétées pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir et qui mêlaient Paris. Il y a une question qui se pose, mais que représentait Laurent Gbagbo pour la France selon vous? Alors, il était gênant, visiblement, il gênait pour plusieurs raisons, parce qu'il a un profil complètement atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de président arriver à la tête d'un pays de la zone franc. Président qui n'est pas intéressé par l'argent, visiblement, tout le monde le dit, ses amis et ses ennemis. Donc difficilement corruptible, en tout cas, par l'argent. Et puis ayant des idées de relations d'égal à égal avec ses partenaires, et en particulier la France. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui gênaient les Français. Certaines institutions financières internationales ont voulu précipiter cette rupture en imposant à la tête des États des cadres des institutions financières internationales. On en avait mis un comme Premier ministre au Mali, un autre en Côte d'Ivoire, un autre au Bénin, un au Gabon, un au Congo. Ils ont tous échoué. Le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'il y a des hommes en Côte d'Ivoire, des hommes et des femmes, dont l'existence politique ne repose que sur les liens qu'ils ont avec l'étranger. Moi, mes liens reposent avant tout sur les liens que j'ai avec la mer musicienne, la terre de Côte d'Ivoire et ses habitants. Moi, peut-être qu'ils ne m'aiment pas, je l'admets, mais je ne cherche pas à être aimé par eux. Parce que eux, ils ne se demandent pas si nous on les aime aussi. En 2006, Laurent Gbagbo affirme avoir dit à Chirac « Je ne suis pas votre sous-préfet ». Vous pensez, comme lui, qu'il a payé le prix de son indépendance aujourd'hui? Ah ben il est évident que oui, encore une fois, il gênait. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. La résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et
une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères les bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu et j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison, mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je vais dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut
que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. 231 journées d'audience, 82 témoins, des milliers de documents étudiés et surtout 8 ans de détention pour Laurent Gbagbo pour en arriver à un acquittement. Le président ivoirien Laurent Gbagbo. L'acquittement a donc été prononcé pour Laurent Gbagbo et pour Charles Blé Goudé. C'est un acquittement à la majorité.